Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir, une rencontre de communion avec les jeunes de la diaspora qui se transforme en une séance de farinage. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique ainsi que l'ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume de Belgique ont été pris à partie à Bruxelles. Les officiels camerounais ont été victimes d'agressions, un acte perpétré par un groupuscule de Camerounais de la diaspora se réclamant de la brigade anti-Sardinard. Des attaques récurrentes commises par la base contre les édifices et les hautes personnalités camerounaises, y compris le président Paul Biya, comme en témoignent les événements de Genève. Alors que le mouvement initié depuis les dernières élections de 2018 poursuit sa campagne de terreur, le gouvernement qualifie ces attaques d'inacceptables et promet des poursuites contre les auteurs. Pourquoi les autorités des pays d'accueil où se déroulent ces actes répétés gardent-elles le silence? Pourquoi cette attaque ciblée contre les membres du gouvernement? Pourquoi cette colère de la base contre les autorités camerounaises? Quelle solution pour apaiser cette tension de longue date? Les éclairages de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, la vie du maire de la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 3e n'est pas en danger après l'agression dont il a été victime hier mardi. Le chef de l'exécutif municipal a reçu plusieurs coups de couteau, occasionnant une blessure grave à la main gauche ainsi que des blessures superficielles, notamment à la tête. La correspondance de Amadou Bello à Ngaoundéré. Après son agression à l'arme blanche, le pronostic vital du maire de la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 3e, Mohamedou Bachirou, n'est pas engagé. On rassuré des médecins du centre hospitalier régional de Ngaoundéré aux proches collaborateurs du maire ce mercredi. Mais à la commune, l'agression du chef de lieu a attristé le personnel. En effet, le chef de l'exécutif municipal de Dang a été victime mardi soir d'une agression au couteau à l'esplanade de la sous-préfecture de Dang après une réunion présidée par la patronne des lieux sur un litige foncier sur la nationale numéro 10. Selon des sources rencontrées ce mercredi matin, Hamadama, l'agresseur, fait l'objet d'une enquête judiciaire. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Dang ont présenté au bureau du maire un mandat d'amener contre lui, ont précisé une source qui a requis l'anonymat. Ce qui est à l'origine de son courroux. Dans cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ce matin, on peut apercevoir la soixantaine, couteau en main, essayant d'abord de s'en prendre aux éléments de la brigade de gendarmerie de Dang avant de se retourner vers le maire. Le couteau était destiné aux parties sensibles du corps de Mohamedou Bachirou. Il s'est retrouvé avec une blessure profonde à la main gauche et des blessures superficielles à la tête et au mollet. Le commissaire de sécurité publique de Dang n'a pas hésité à faire usage de son arme de poing pour neutraliser l'agresseur, ont précisé des sources sécuritaires. Dans la foulée, Hamadama, blessé au pied droit, sa vie n'est pas en danger, rassure le directeur de l'hôpital régional de Ngaoundéré. Nous n'avons pas eu accès dans la salle où il était interné. Abba, le chauffeur du maire, venu au secours de son patron, est également blessé au pied. Le litige qui fait problème est né de la délibération municipale autorisant l'exécutif municipal à recaser plusieurs boutiques du lieu du Carrefour Borongo pour laisser place aux travaux de la nationale numéro 10 sur le terrain que revendique Hamadama et sa famille. La compagnie de gendarmerie de Ngaoundéré a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de l'incident. Également dans l'actualité, les avocats ont entamé ce 5 mars 2025 une grève de 3 jours suivant le mot d'ordre du Conseil de l'ordre. Les hommes en robe noire vont protester jusqu'à vendredi pour dénoncer des actes de violence dont certains de leurs collègues ont été victimes. Consigne du bâtonnier respectée dans les cours et tribunaux du littoral. À Douala, précisément, l'activité judiciaire a été paralysée ce mercredi. Le constat de Jiré Sazangué et Fondre des Marquaises. Following the communique issued by the Bar Council President,
The repeated mistreatment of lawyers by law enforcement has prompted legal minds in Cameroon to observe a 72-hour suspension, boycotting courts and refraining from wearing robes. This is in furtherance to the inhumane treatment that we have been receiving from the law enforcement officers all around the territory. So we are very, very in accordance with the resolutions as taken by the Bar Council. The immediate trigger for the lawyers' strike was an amateur video that went viral showing lawyer Ngawu Gilbert being molested by uniformed officers. Barrister Ngawu was molested, seriously molested, with the aid of non-law enforcement officers, because if you see the videos that are circulating, they are policemen, but there are people who are not law enforcement officers helping the policemen to arrest and handcuff the lawyer. Is that the treatment you need to give to a citizen? Is that the way you arrest a citizen? Is that the way you arrest a lawyer? According to Barrister Fonjo, the protest is not only a call for justice, but also a demand for better protection of lawyers in the execution of their duties. We are putting a message across to the state. The most important thing is not defending our clients. The most important thing is what we ask ourselves the question, what or who is a lawyer in Cameroon? If we cannot defend ourselves, how then do we defend our clients? The disgruntled lawyers are willing to extend the strike beyond 3 days if their voices are not heard. As of Wednesday, court activities in Douala remain at a standstill. Près de 2000 milliards de francs CFA ont été mobilisés en 5 ans pour la réalisation de programmes routiers et intégrateurs au Cameroun, malgré la disponibilité des fonds. Certains projets clés du transport multimodal peinent à voir le jour, freinant les ambitions de notre pays en matière de développement des infrastructures. Pour y remédier, le ministre des Travaux publics insiste sur le respect des délais, des coûts et de la qualité des projets routiers. Emmanuel Nganou-Djoumessi s'exprimait lors de la 9e session du comité de pilotage et des programmes routiers intégrateurs qu'il a présidé le 4 mars dans la ville de Yaoundé. Sébastien Oyébé. Réunis ce 4 mars dans la ville de Yaoundé pour la 9e session du comité national de pilotage et des programmes routiers intégrateurs, le ministre des Travaux publics souligne l'importance du respect des délais, des coûts et de la qualité pour les investissements d'un montant de 2000 milliards de francs CFA. Il faut donc que les entreprises soient mieux organisées, qu'elles s'organisent au mieux pour livrer ces travaux dans les délais, et nous y veillerons avec le concours des missions de contrôle. Des projets routiers importants sont en cours de réalisation à l'extrême nord du Cameroun. La route Babadjou-Bamenda est une plateforme multimodale à Douala. La région de l'extrême nord qui bénéficie de ces investissements routiers verra son paysage routier dans les prochains 6-8 mois véritablement transformé. Mais nous y travaillons encore pour stabiliser les berges de ce maillot, parce que chaque fois qu'il y a eu des inondations, les populations environnantes ont eu des difficultés. La session a également abordé le volet ferroviaire et aérien du projet. L'évaluation du chemin parcouru et du budget alloué est prévue pour 2027. 84% des programmes routiers intégrateurs sont en cours de réalisation, avec de nombreuses infrastructures déjà construites. Bien que le projet affiche des progrès encourageants, il est important de rester vigilant quant au délai de livraison. Des efforts continus et une gestion rigoureuse sont nécessaires pour assurer le succès du projet et répondre aux attentes des parties prenantes. Et au cours de cette session, le ministre des Travaux publics est également revenu sur la stratégie mise en place pour lutter contre les accidents de la route. Nous vous proposons d'écouter Emmanuel Nganou-Djoumessi au micro de Sébastien Oyébé. Le ministre des Transports s'y emploie
convenablement, mais il y a d'abord une question d'éducation, de sens de la mesure des conducteurs de véhicules, et il y a aussi l'amélioration de la chaussée. Nous avons entrepris d'améliorer le niveau de service des chaussées en traitant absolument les nids de poules et les larges bandes. Vous savez, l'état de la route contribue aux accidents de la route à hauteur de 18%. La plus grande cause étant humaine. À présent, le deuxième épisode de notre série consacrée aux femmes. En ce mois qui leur est consacré, ce soir, on enfile nos casques pour emprunter la moto de Karine Alphonsine Kenny. La trentenaire fait du benski à plein temps depuis la perte de son emploi il y a 7 ans. Des années à sillonner rues et quartiers, à côtoyer les hommes majoritaires dans ce métier. Jérès Azangué et Fondre Desmarquez sont allés à sa rencontre. Reportage. Karine Alphonsine Kenny, 39, has been working in the commercial motorbike sector in Douala for 7 years. After losing her previous job and facing economic hardship, becoming a commercial bike rider was her last resort. Mon inspiration vient du fait que j'ai eu à perdre mon emploi, un emploi que je faisais, et après, avec le cours de vie qui est difficile, j'ai dit pourquoi ne pas me lancer dans la moto. Je me suis lancée. Je suis une ancienne arbitre d'abord. Et oui, tout à fait, ancienne arbitre. Je me plais dans ce métier. Donc, du coup, quand je me suis lancée avec ça, j'essaye de parvenir à joindre les deux bouts pour ne pas toujours rester à attendre tout de mon mari, quoi. Another factor that motivated her to take up commercial bike riding was being duped as a businesswoman. J'ai fait dans plusieurs activités, notamment dans le Bayam Salam, dans des activités personnelles où j'ai eu des difficultés. J'ai été dupée. J'ai été plusieurs fois dupée. Alors, pendant que je faisais l'arbitrage, j'allais régulièrement arbitrer des matchs accompagné de ma petite mobilette, de ma petite moto. Donc quand j'arrête dans l'activité, j'ai dit pourquoi ne pas me lancer sur la moto. Je me suis lancée là, ça fait pratiquement 7 ans, je vis de ça. Je nourris ma famille avec, j'ai pas de problème. As a woman in a male-dominated field, Karine acknowledges that her husband, children and family have been supportive for the past 7 years. While some clients discriminate against her, others are curious. Ce sont les clients par moment qui s'entêtent. Non, c'est une femme, je ne vais pas transporter. Parfois des hommes, parfois des femmes. Et aussi des difficultés telles que dans la conduite même. C'est pas facile, c'est un métier très difficile. Donc du coup, il faut être très concentré. Parce que vous voyez dans la ville de Douala, avec les camions là, les taxis et mes confrères benskineurs qui roulent n'importe comment là. Donc c'est très difficile. Her male colleagues and sometimes male clients even flirt with her. Tellement même. J'ai des clients qui me baratinent hein, pendant qu'on est en train de rouler là. J'ai beaucoup de clients qui me baratinent. Oh, ma chérie, tu es belle, ma chérie, vraiment, ton gabarit, tu vois. Et ça arrive par moment, passe-moi ton contact. Je donne. Même si je ne donne pas le bon numéro, je donne un numéro. Ton téléphone est où? Je dis non, le téléphone est sur moi, mais il est éteint. Mais pourtant, le téléphone est bien allumé. Tout simplement parce que je vais garder ma personnalité. Karine's message to young girls is to break down barriers, emphasizing that no job is exclusively for men. Aux jeunes femmes qui parviennent d'ailleurs de se prendre en charge, avoir de l'autonomie, comprendre qu'il n'y a pas de métier typiquement fait pour les hommes. La femme peut tout faire si elle a la volonté. Ça ne sert à rien de monter, descendre. Si on a la force de conduire comme je conduis là, sortir travailler, ou aller au marché vendre la tomate, ou alors faire n'importe quoi pour gagner sa vie. The female bike rider concurs that although the job is demanding, she has been able to pay her bills, support her husband, and take care of her family.
Perturbation des séjours présidentiels, agression des ministres et personnalités en Europe par la brigade anti-Sardinard. Pourquoi les gouvernements des pays d'accueil et l'État camerounais n'assurent pas la sécurité de nos autorités à l'étranger? La question est plus d'actualité avec cette attaque à la farine qu'a subie en Belgique la délégation du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futso. C'était lors d'une visite officielle consacrée à une rencontre avec les jeunes Camerounais résidant dans ce pays du Benelux. La chasse à ces officiels camerounais fera-t-elle partir Paul Biya du pouvoir? La brigade anti-Sardinard n'a-t-elle pas mieux à mener comme action politique pour assurer une alternance à la tête du pays dès octobre 2025? La lecture de Jean-Paul Chouinat. Chers jeunes, chers leaders de l'association de la diaspora, la perturbation du séjour du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique n'est pas la première agression de ce groupe de Camerounais, baptisé la brigade anti-Sardinard, la BAS. Hostile au régime de Yaoundé depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018, ce collectif de compatriotes de la diaspora s'est fixé pour principale mission traquer le président Paul Biya, ses ministres et autres représentants de l'État présents sur les continents européens et américains. Au-delà de manifester contre la présence des autorités camerounaises en France, en Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Canada, États-Unis et autres pays, cette brigade anti-Sardinard est passée à la vitesse supérieure, s'attaquant physiquement à toutes les personnalités de la République, comme l'a vécu le ministre Mounouna Futso et ses collaborateurs sur le territoire belge. Avant le MINJEC, Paul Biya lui-même fut victime lors d'un de ses séjours en France et en Suisse. D'autres membres du gouvernement pourchassés, des leaders d'opinion et artistes musiciens, interdits de prester dans les concerts publics à l'étranger. Auteur de la casse des ambassades du Cameroun en Europe, la brigade anti-Sardinard n'entend pas laisser de répit au régime de l'homme du 6 novembre 82, à qui ses membres reprochent un hold-up électoral lors de la présidentielle de 2018. Dans cette affaire, l'opinion nationale s'interroge sur le silence des gouvernements de ces pays d'accueil de nos autorités, qui visiblement ne prendraient aucune mesure pour sécuriser tout représentant de l'État du Cameroun sur leur territoire. Et pour quelles raisons est-on en droit de se demander d'une part? Et d'autre part, il est question de savoir pourquoi les autorités camerounaises, au-delà de condamner, elles-mêmes n'assurent pas un minimum de leur sécurité, préférant se jeter à leur risque et péril dans la gueule du loup. Dénonçant certes les 43 ans de mauvaise gouvernance de Paul Biya, qui ont plongé le Cameroun dans une situation sociopolitique de tension et un marasme économique. La manifestation bruyante de la colère et le recours systématique à la violence suffiront-ils à la brigade anti-Sardinard pour contraindre Paul Biya à quitter le pouvoir à 7 mois d'un scrutin présidentiel très attendu en cette année 2025? Le combat pour l'alternance à la tête du Cameroun n'est-il pas ailleurs, notamment sur le terrain de l'expression démocratique? Jean-Paul Chouinat, journaliste à Balafon Média, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Claude Maillot, c'est toujours un plaisir d'être là et bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Bonsoir également à Basile Etogo, un communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir merci Claude Maillot, merci pour l'invitation que vous m'avez adressée. Merci également à Cissé Bamanga d'avoir accepté notre invitation, il est en politique. Bonsoir. Bonsoir et permettez-moi de dire un bonsoir spécial à tous les musulmans qui sont en train de jeûner. C'est la période spirituelle un peu difficile, mais on tient. Mais aussi à nos frères chrétiens aussi. Oui. Je pense qu'ils sont déjà entrés dans la semaine de la quarantaine. Donc je profite ici de dire qu'il faut prier beaucoup pour le Cameroun. On a besoin de beaucoup plus de prospérité, beaucoup plus de paix et que cette année électorale se passe tout bien car c'est dans la paix, dans la joie et dans le bonheur qu'on peut reconstruire et construire le pays. La période de carême qui a commencé ce mercredi chez les chrétiens avec le mercredi des cendres. On parle ce soir, on revient sur l'actualité du week-end marquée par cette attaque contre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique en séjour à Bruxelles. On sait que ce sont des attaques perpétrées par la BAS, mais on ne connaît pas à date les motivations de la brigade anti-Sardinard qui opère quand même depuis 2018, depuis la fin de l'élection présidentielle de 2018. Cissé Bamanga, quand on regarde, quand on observe un peu le mode opératoire, les attaques répétées de la brigade anti-Sardinard, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à leur motivation ?
pourquoi il s'attaque aux officiels camerounais, aux autorités camerounaises même? Écoutez, le mal est profond et le mal est connu. Ça, moi, je n'aime pas envie de les appeler la brigade anti-Sartina, bien que peut-être ceux qui se sont donné ce genre de nom. Moi, je dis c'est des Camerounais qui sont mécontents, c'est des Camerounais qui sont fâchés. Personnellement, je suis un politique, je suis un républicain, voilà pourquoi je suis engagé, voilà pourquoi je suis à Balafon Média aujourd'hui. Je ne peux pas accepter ce genre de violence. Mais d'un côté aussi, je peux comprendre ces Camerounais qui sont frustrés, ces Camerounais de la diaspora qui n'ont aucun statut, ces Camerounais de la diaspora qui ne sont pas représentés, ces Camerounais de la diaspora qui sont exclus. Je m'explique, dans plusieurs pays du monde entier, au Sénégal, au Kenya, un peu partout, on a reconnu la diaspora, on reconnaît, on les injecte, on fait avec eux. Mais pour le Cameroun, déjà, c'est extrêmement difficile, on refuse de faire avec eux. J'ai causé avec quelques-uns qui me disent, par exemple, que pour venir dans leur propre pays, parce que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité, c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, quand vous avez une famille de 2, 3, 4, 5 personnes, c'est difficile. Et deuxièmement, les élites politiques qui sont à Yaoundé, quand ils viennent vers eux, quand ils s'intéressent même aux choses du pays, leur zèle fait à ce que cette diaspora-là ne se retrouve pas. Moi, je dis qu'il faut que le secrétaire général, ministre d'État, son Excellence, le ministre Ngongo, je l'interpelle, ou alors le ministre Dion Gouté puisse créer une commission, pourquoi pas avec le ministre, le MINREX, avec le MINAT, et aller à Berlin, aller à Milan, aller à Londres, aller un peu partout au Canada, partout, pour échanger avec ces Camerounais qui sont nos frères, nos sœurs, qui sont fâchés et qui prennent les risques parce qu'ils aiment ce pays. Donc, ce que je peux dire ici en premier jet, c'est que c'est du 50-50. Je condamne fermement cette façon de faire, parce que je pense que tout le monde doit être libre de ses opinions, mais en même temps, ils sont en train d'attirer notre attention que ça ne va pas, ça ne va plus. Écoutez-nous, mettons-nous sur la table pour parler, pour travailler pour la reconstruction du Cameroun dont je parlais lors de ma première prise de parole. Donc, selon vous aussi, Cissé Bamanga, les actes de ce week-end ne sont que l'expression d'un mal-être, d'une frustration, d'un malaise même au sein de la diaspora camerounaise. Mais pourquoi avoir choisi d'attaquer un ministre qui incarne les jeunes? Parce que Basile Etogo, le ministre de la Jeunesse, Moulouna Fotso, c'est quand même celui qui est le mieux placé pour s'adresser aux jeunes. Et on a vu à travers les vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux que pour la plupart, il s'agit de jeunes Camerounais installés de ce côté. Madame Claude, il faut déjà reconnaître que le ministre était en Belgique dans le cadre de la tournée de fin des activités de la fête nationale de la jeunesse. Oui. Il est allé exposer les opportunités qu'offre le gouvernement de la République à la diaspora camerounaise. Et il profitait aussi, n'est-ce pas, pour dédicacer le livre qu'il a lui-même produit. Et déjà, il faut le dire, ce n'est pas la première fois que des officiels camerounais se font attaquer. Les attaques envers les officiels camerounais, envers certains Camerounais aussi, il faut le dire, dont je vais m'appesantir tout à l'heure, ont commencé en janvier 2019, où nous avons connu des saccages des ambassades de France, d'Allemagne, de Belgique, de manière simultanée, où des documents confidentiels ont été détruits, où l'effigie du chef de l'État a été saccagée et on a mis l'effigie de quelqu'un d'autre. Maurice Kamto. Il faut le dire, oui, puisque c'était connu, c'est visible. Voilà. On a mis l'effigie du professeur Maurice Kamto du MRC. Et à partir de là, je pense qu'il y a eu des attaques frontales contre tous ceux qui tournent autour de l'État. Notamment, on a donné près d'une quarantaine d'attaques, une trentaine sur les officiels, près de 8 attaques sur des artistes dont on soupçonne ou bien on a condamné pour avoir presté dans un meeting du RDPC. Et il y a 2 journalistes aussi. Et il y a 5 attaques contre le chef de l'État, que ce soit en Suisse, que ce soit en France. Au vu de tout cela, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est comme ça qu'on devrait, s'il existe, bien évidemment, comme Cissé le dit, des frustrations, est-ce que c'est comme ça qu'on doit exprimer ces frustrations? En s'attaquant aux officiels,
en s'attaquant à tous ceux qui sont contre l'idéologie que vous véhiculez? Est-ce que c'est comme ça dont on devrait se comporter? Je pense que si vous avez des griefs contre des officiels, il y a des instances qui sont en même là pour résoudre ces griefs-là, notamment le droit administratif. Après l'affaire Blanco du 8 février 1783, on s'est donné naissance au droit administratif où si un ministre ou bien un officiel vous fait grève, vous pouvez le suivre, vous pouvez saisir la justice camerounaise. Et même le droit international vous permet, n'est-ce pas, de suivre, de saisir au niveau des organismes internationaux. Par ailleurs, moi je me pose la question de savoir, le droit international public dispose que les officiels, dont les membres du gouvernement et les diplomates, bénéficient d'une sécurité lorsqu'ils sont dans un pays étranger. Cette sécurité est une garantie absolue sur la fonction et sur la personne. Ça veut dire il ne peut pas être poursuivi pour des faits qu'il a commis dans cet État. Il ne peut pas être poursuivi pour des faits personnels ou bien pour des faits qui engagent l'État. Et je crois que ces entités-là bénéficient d'une certaine sécurité. La question qu'on se pose, c'est de savoir quelle est la sécurité qui est garantie aux officiels camerounais. Est-ce que si nous appliquons la réciprocité ici, en ne garantissant pas la sécurité des diplomates ou bien les membres du gouvernement qui viennent des pays extérieurs, quel est le message que nous envoyons? Nous avons vu ici des scènes d'émeutes, que ce soit au consulat du Togo, que ce soit au niveau du consulat de Centrafrique, mais ils ont été protégés, ces membres-là ont été protégés, n'est-ce pas, par les forces de défense et de sécurité, par les FMO. Et les populations n'ont pas pu atteindre leur objectif qui était d'entrer au sein du consulat et saccager. Donc nous demandons déjà que ces pays frères amis, qu'ils appliquent déjà la réciprocité que nous, au Cameroun, nous appliquons envers les membres du gouvernement et envers les diplomates pour qu'il n'y ait pas de relations vraiment ambiguës, pour qu'il n'y ait pas de politique de 2 poids, 2 mesures. Parce que nous, au sein de RDPC, nous condamnons tout acte de violence, que ce soit verbal, physique et même moral, à l'endroit, n'est-ce pas, des officiels, à l'endroit de toute personne, parce que chacun est libre de ses opinions. Mais la liberté des uns et des autres, elle s'arrête là où la tienne commence. Oui. Et la liberté du ministre, elle est où? Est-ce qu'on va empêcher un ministre parce qu'il est dans le régime, il sait le président Paul Biya? Est-ce qu'on va s'attaquer à lui? Si vous avez quelque chose à reprocher aux Camerounais, au régime, je pense que le mieux serait que vous présentez, dans le cadre d'un projet de société, à l'élection présidentielle, vous la gagnez et puis vous implémentez, n'est-ce pas, votre projet de société ou alors votre profession de foi. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Justement, vous avez parlé tout à l'heure on va dire quoi, du silence. Vous avez évoqué ce silence des pays dans lesquels opèrent les membres de la base. Jusqu'à présent, on n'a pas de réaction officielle de la Belgique, on a juste vu le ministre des Relations extérieures qui s'est entretenu avec l'ambassadeur de Belgique, du Royaume de Belgique au Cameroun. On n'a pas le contenu des échanges, on sait seulement qu'ils se sont vus, ils se sont parlé. L'ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun n'a pas voulu donner et faire un résumé de son entretien avec le jeune Bela Mbela, le ministre des Relations extérieures. Est-ce que quand on regarde ce qui s'est passé et quand on analyse le silence de ce pays, on peut évoquer une certaine complicité ou alors un silence impuissant de la Belgique face à ce que font les Camerounais de la diaspora sous la bannière de la brigade anti-Sardinard dans la ville de Bruxelles? Bon, ce silence-là, vous savez, les méandres de la diplomatie sont assez complexes. On peut quand même le condamner, ce silence-là, parce que des autorités qui sont attaquées sur votre sol, vous imaginez bien s'il y a un cas de meurtre ou un assassinat, là on est en plein incident diplomatique. Donc,
pour qu'on n'en arrive pas là, en principe, les autorités, qui mieux encore les pays occidentaux où on sait ce que c'est que la sécurité, même si on a des choses à reprocher, on devrait assurer la sécurité et se dire, même si c'est un problème camerounais, on ne devrait pas permettre que des Camerounais, fût-ils fâchés ou en colère, viennent apporter la main sur les officiels camerounais. Ça, vraiment, j'ai envie de dire, c'est inacceptable. Parce que, voyez-vous, la violence, j'ai coutume de dire que la violence ne résout rien. Je parle d'expérience personnelle où j'étais quelque part, les gens m'avaient menacé en disant qu'ils vont me casser par tous les moyens. Et je leur ai dit, ok, d'accord, comme vous voulez qu'on procède par la violence, après avoir utilisé tous les voies de recours pour qu'on fasse un arrangement à l'amiable, vous n'avez pas voulu. Ok, allons-y donc, si vous venez avec la technique de la guerre, sachez que vous avez aussi affaire à un guerrier. Donc, ça donne donc ce que ça va donner. Mais je pense que les Camerounais qui ont des griefs contre la République, je me pose souvent la question, est-ce qu'en manifestant dans les capitales occidentales, est-ce qu'en boycottant ou alors en attaquant les membres du gouvernement qui viennent là-bas et les autorités, est-ce que ça résout leurs revendications ? Est-ce que le président Biya, en voyant que non, il s'attaque trop au ministre, bon, moi je vous laisse le pouvoir, je m'en vais? Non. Je pense qu'il y a un autre travail de fond à faire. Voilà, ça a commencé en 2018. 7 années sont passées, nous sommes en 2025. Qu'est-ce que la BAS a proposé sur le plan politique, comme offre politique, même si ce n'est pas un parti politique, pour que cette situation change, même ne serait-ce que sensibiliser les Camerounais à dire, voilà la prochaine élection présidentielle, inscrivez-vous massivement, ce genre de message, je crois ne l'avoir jamais suivi. Et puis autre chose, simplement que en faisant cette mobilisation, même si d'aucuns pensent que le code électoral est vicié et qu'on ne pourra jamais gagner. Mais au lieu de faire recours à la violence physique, mais pourquoi ne pas faire recours à une méthode qui a été très célèbre, qui a marché avec Mahatma Gandhi, la désobéissance civile, par exemple. Je crois que ça ne tue personne, ça n'atteint pas l'intégrité physique de quelqu'un. Et je pense que si c'est une désobéissance civile, qui traverse les frontières et arrive même au Cameroun, je pense que le gouvernement va vite revoir sa façon de faire. Parce que quand on atteint l'étape de la désobéissance civile, vous ne savez pas, vous n'allez pas sortir avec les chars pour tirer sur des gens qui ne manifestent pas, qui ont décidé de ne rien dire, de ne rien faire ou de rester chez eux. Vous n'allez pas sortir les chars pour tirer sur eux, ou bien les camions, camions Mami Wata contre eux, ou les pousser en sortie de leur maison. Donc je pense qu'en un mot comme en mille, même si nos compatriotes de la BAS ont raison, mais la violence ne justifie rien. Parce que, voyez-vous, on dit souvent qui tue par l'épée, périt par l'épée. Aujourd'hui, quand je rédigeais ce reportage, je me questionnais sur que veut exactement la BAS, à savoir faire partie pour le Biya du pouvoir. Bon, on ne sait pas par quel moyen, mais toujours est-il que ça fait 7 ans que ça dure. Et on n'est pas sûr que c'est de sitôt que ça marchera. Sur une image que j'ai téléchargée, j'ai vu un jeune homme qui m'avait carrément agressé sur Facebook. Ah oui, en des termes très violents, mais je ne comprenais pas pourquoi il le faisait. Et parce que j'avais fait une sortie contre le média où je travaillais avant, et il estimait que j'en faisais trop. Je lui ai demandé, mais il me connaît où celui-là? Il n'est même pas au courant de ce qui se passe. Et c'est comme ça que vous vous mêlez des affaires dont vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. Vous voyez un peu. Donc c'est cette attitude d'intolérance-là qui n'est pas bien. On peut revendiquer, utiliser les canaux officiels, quand ça ne marche pas, et quand vous atteignez le niveau de la désobéissance ou la violence, je pense que tout le monde est témoin que vous avez suivi les différents canevas avant d'atteindre le chemin de non-retour où vous avez dit que ce soit donc la mort. Je pense que voilà à peu près comment moi je perçois cette affaire de la brigade anti-Sardinia. Pour les membres de la BAS, vraiment ces actes-là visent à mettre une certaine pression au gouvernement.
même au président de la République. Certainement, ils se basent sur des cas pratiques observés peut-être ailleurs pour répéter leurs actes. On est à 7 ans. Dans quel pays, quand on regarde ailleurs, est-ce que ça a déjà marché? Est-ce qu'on a déjà eu une manifestation, une mobilisation même de la diaspora qui a conduit peut-être à la chute d'un régime ou à la démission d'un président, ou qui a fait en sorte que les lignes bougent et que la diaspora soit définitivement entendue, écoutée par son gouvernement, Cissé Bamanga? Écoutez, vous savez, je vous ai dit tantôt que le problème de fond, il est là. Le problème de fond, c'est la malgouvernance. Le problème de fond, c'est le clanisme. Le problème de fond, c'est la gérontocratie. Le problème de fond, pour dire simplement, c'est un groupe de personnes qui a pris le pays en otage et qui fait fonctionner ça comme il veut. Je m'explique. Ce pays nous appartient tous. Quand vous voyez les revendications de la diaspora, ce sont les mêmes revendications dans tous les petits coins du Cameroun. Et aujourd'hui, ça semble être un problème général à l'extrême nord, dans le nord, quand on a menacé le secrétaire général de la présidence de la République, dans le Nozo, un peu partout à Yagua, il y a eu même même pas là il y a des affrontements à la sucrerie, là où à Semri, à la sucrerie, à la Sosucam et tout ça. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est le seul pays au monde entier où vous sortez le matin pour aller au travail, vous passez toute la journée sans lumière, vous retournez chez vous à la maison, il n'y a pas de lumière. Ce sont des faits. Quand vous voyez la facture de Balafon Média du groupe, ou alors, je ne sais pas, d'une autre source d'énergie que Eneo, c'est énorme. Dans un pays où on sait qu'on n'accompagne même pas les médias. Le problème de fond, il est là aujourd'hui dans ce pays, c'est que ces personnes qui nous gouvernent, malheureusement, nos aînés, moi je les appelle les élites colons, ils ont des oreilles sourdes, ils n'écoutent personne, ils ne veulent rien comprendre. Ils sont à Yaoundé, tant que Yaoundé fonctionne bien et qu'on paye les fonctionnaires, ça se passe bien. Ça ne va plus se passer comme ça malheureusement parce qu'aujourd'hui, le monde a avancé, les yeux se sont ouverts. Vous avez vu comment Donald Trump aujourd'hui, il traite Zelensky, comment vous avez vu comment beaucoup de choses ont changé. Les nouveaux canaux de communication ont ouvert les yeux aux gens. Ce n'est pas qu'on n'aime pas le chef de l'État, ce n'est pas qu'on n'aime pas le RDPC, mais les faits sont là. C'est que rien ne fonctionne dans notre pays. Quand vous regardez le Cameroun, parlant de la diaspora, quand vous regardez le Cameroun, vous comptez le Cameroun dans les infrastructures, nous ne sommes pas. Dans les TIC, nous ne sommes pas. Dans les PIB, nous ne sommes pas. Nous ne sommes nulle part. À l'heure où je vous parle chez moi à Garoua, le tarmac est en train de se gâter complètement. Les gens se réfléchissent comment ils vont faire. Peut-être ils vont aller au Tchad pour prendre l'avion pour aller au pèlerinage. Voilà des gros problèmes comme ça. Il y a des sous qui ont été débloqués pour faire des routes. Que sur maquette ça existe mais ça n'a jamais existé. On a fait un petit 60 km à Dieu seul sait à plus d'une dizaine d'années. Ce sont des faits et ces faits-là aujourd'hui je pense que si nous en interne qui avons pris le courage républicain de dire des choses bien qu'on est menacé, regardez la sortie du Minat. Regardez la sortie du Minat. C'est pas poli pour les hommes politiques, c'est pas poli pour les journaux. On est d'accord que quand vous avez le pouvoir, vous avez le bâton, mais quand même, un ministre de l'Intérieur ne va pas parler comme ça aux hommes politiques. Parce que nous, les hommes politiques, nous, là, ceux-là qui ne sont pas aux affaires, ceux-là qui sont dans l'opposition, on participe aussi à la construction de ce pays. Et le chef de l'État l'a dit plusieurs fois dans son discours que n'allez pas dans les maquis, n'allez pas dans les Sissongo, venez dans les partis politiques, donnez vos opinions, venez dans les médias républicains comme Balafon, donnez vos opinions. Moi, je le dis et je le répète, autant je peux condamner cette façon de faire parce qu'il y a un ras-le-bol derrière des enfants du Cameroun. Parce que la basse, ce n'est pas que les Bamileke, la basse, ce n'est pas que les militants du MSC, comme j'entends à gauche, à droite, la basse, ce sont des Camerounais, des Peuls, des Gizgi, des Bamoun, des Bamileke, des Bassa, des Douala, je ne sais, et j'en passe, qui sont mécontents tout simplement parce que, premièrement, ils n'ont pas un statut. Je me le répète. Deuxièmement, le visa aujourd'hui pour entrer dans leur pays, c'est devenu extrêmement compliqué. On a presque le passeport et le visa le plus cher du Cameroun. On a presque les moyens pour entrer dans un pays le plus cher au monde entier. Deuxièmement, cette diaspora-là, quand même, il participe à la construction du Cameroun. Presque toutes les grandes maisons qui sont construites aujourd'hui, on est en Bonamoussa dit, ce sont des gens qui sont à l'extérieur. Presque toutes les factures qui sont payées dans les maisons, ça vient de l'extérieur. Regardez un pays voisin comme le Nigeria, qui est le pays qui a le plus de Camerounais dehors, 2 millions de Camerounais, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais
on a du mal à voir les échanges avec le Nigeria voisin. Moi qui vous parle du septentrion, c'est extrêmement compliqué. Alors qu'il n'y a pas la route pour acheminer les moyens de vie vers le septentrion. Moi, je pense et je dis encore une fois de plus, je profite de Balafon pour dire que le secrétaire général à la présidence, son Excellence, M. Ngongo, ministre d'État, avec le Premier ministre, ils doivent rester et prendre sur eux, mettre un programme en place, aller vers ces gens-là. Pourquoi pas aller dans les ambassades? Je dis n'importe quoi. À l'ambassade de France, on reçoit les Camerounais mécontents. À Berlin, on reçoit les Camerounais mécontents. Mais est-ce que ces Camerounais-là viendront? Puisque ils vont venir. Actuellement, leur problème, c'est de renverser le régime. Non, attention. Ce n'est plus vraiment attention, je peux venir avec une mauvaise intention vers vous, mais vous me changez cette intention et elle devient bonne. Est-ce que la concertation avec le ministre de la Jeunesse n'était pas une bonne occasion pour eux de poser leurs problèmes? Commençons par là. Écoutez, je vais vous dire, ils ont des affidés même à l'intérieur de Yaoundé. Sinon, comment ils ont fait pour avoir les itinéraires du chef de l'État, les itinéraires des ministres? Ils ont des affidés. Aujourd'hui, ils sont braqués, ils sont grippés, ils sont verrouillés parce qu'en face, il n'y a rien. Vous ne savez pas, les gens de Yaoundé ne nous écoutent pas. Quand moi je passe en route, on dit, voilà les gars qui insultent le Paul Biya à la télé là, voilà les gars qui disent que Kamto c'est lui qui va être présent. Mais c'est dommage cette pensée unique qu'on a. On ne construit pas un pays comme ça. On construit un pays ensemble. Et pour le moment, on n'est pas ensemble. Et ça, je le dis et je le répète, on a besoin que dès 2025, le chef de l'État, s'il reprend le règne, parce que le jeu est verrouillé, vous le savez, c'est un secret de polichinelle. Les amis de mon frère, ami Basile Togo, ils vont empêcher Kamto et Kabar Libi d'aller aux élections. Ce n'est pas le RDPC qui valide les candidatures. Non, on sait comment ça se passe. Vous savez, nous on a l'habitude de leur dire que le parti État. Ils ont même empêché un honorable de circuler dans une région. Et le Minat a dit quoi? Il a dit que l'honorable, ça ne veut rien dire. Comment Dieu quartier, si tu blagues, je vais te foutre en prison. Et vous voyez, c'est ce climat-là qui alimente cette grogne. C'est ce climat-là qui fait que les Camerounais de l'autre côté sont fâchés. C'est ce climat-là qui peut faire que même les Camerounais à l'intérieur se fâchent et ça explose. Mais comme on a un pays béni et comme le chef de l'État a toujours dit qu'il a besoin de nous laisser un pays prospère, un pays ceci, un pays cela, qu'on l'a laissé, nous croyons encore en lui et nous pensons qu'il peut encore faire des choses. C'est déjà bien, il y a eu des sorties de certains ministres d'État qui sont allés toucher le cœur du problème à l'extrême nord et vous avez vu le ras-le-bol des gens. Vous avez vu comment j'ai une image où quelqu'un demande à un fonctionnaire que tu es Dieu. Un autre demande que, mais monte alors, on voit, tire sur nous. Donc vous voyez, c'est ça, il y a ces non-dits là. Moi, jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années, je n'ai jamais vu le chef de l'État. Alors que dans un pays normal, ceux qui tiennent l'économie, ceux qui tiennent l'entreprise, les médecins et tout ça, les avocats sont en train de nous annoncer qu'ils vont gréver. Il y a il y a beaucoup de problèmes. Si on revient sur les médias, vous êtes accompagné ou pas, vous voyez, tout ça, ce sont des mots qui font que c'est en train de huiler ce feu-là qui a envie de prendre. Mais Dieu merci, on est en période de carême, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans, on va prier pour que ça ne prenne pas et on dit à ceux qui nous regardent, s'il vous plaît, écoutez la diaspora, ce sont nos frères, eux aussi ils comptent pour notre pays. Sachant donc qu'il y a ce malaise au sein de la population et particulièrement de la diaspora qui a agi sous la bannière de la base, en tout cas certains membres de la diaspora ont agi sous la bannière de la brigade anti-Sardinard. Pourquoi des dispositifs, des mesures n'ont pas été mises en place pour assurer la sécurité, par exemple, du ministre de la Jeunesse? On voit généralement, pour le cas du Cameroun, lorsqu'un chef d'État étranger vient, il y a des hommes en tenue dans la rue, les rues sont barrées, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pareil lorsque le chef de l'État se rend, par exemple, en France, il y a des mesures qui sont prises. Pourquoi ces mêmes mesures ne sont pas prises lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un ministre, d'un membre du gouvernement? Parce que si c'était le président de la République, il n'aurait pas été atteint. À chaque fois, la BAS a essayé de lui verser cette farine, cette fameuse farine, et elle ne l'a pas atteint. Mais pour le ministre, ça a été un peu trop facile. Pas un président comme ça. Déjà, il faut, avant de revenir sur ce que mon copaniste a dit tout à l'heure, je vais répondre brièvement à votre question pour dire que chaque fois qu'une autorité se déplace vers un pays étranger, il y a ce qu'on appelle les notes verbales. La note verbale est envoyée par l'ambassade de ce pays-là pour, n'est-ce pas, le gouvernement de son pays. Normalement, c'est le gouvernement de ce pays-là qui doit prendre les dispositions adéquates pour permettre à ce que la sécurité, que ce soit du diplomate ou bien de l'autorité, ou bien du membre du gouvernement
qui est dans le pays étranger soit assurée. Ici au Cameroun, nous avons mis sur pied ce qu'on appelle la compagnie de sécurisation des diplomates. Il y a de cela, je pense, 7 ou 8 ans, qui assure, n'est-ce pas, la sécurité des diplomates. Même lorsque vous ne demandez pas, cette compagnie-là, qui est constituée principalement par la police, assure votre sécurité, que ce soit à l'intérieur, puisqu'ils sont à l'extérieur de l'ambassade, ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur de l'ambassade. Ils assurent votre sécurité lorsque vous êtes à l'intérieur de l'ambassade. Ils assurent votre sécurité lorsque vous êtes sur le chemin peut-être de l'aéroport ou bien vous allez dans vos appartements privés. Et on se serait attendu que cette même disposition soit prise pour les personnalités dont nous avons cité tout à l'heure. Donc, cela revient au pays d'accueil d'assurer la sécurité. Pourquoi? Parce que il n'y a que la sécurité du chef de l'État qui peut avoir, à qui on peut donner le quitus, n'est-ce pas, de circuler ou bien d'entrer dans un territoire avec les armes. Par contre, un ministre ne peut pas, si il a un garde-corps, il ne peut pas entrer dans le territoire avec l'arme. Il ne peut pas. Parce que on estime que sa sécurité va être assurée, n'est-ce pas, par les mécanismes de ce pays d'accueil-là. Donc, c'est ça qu'il faut reconnaître. Mais par ailleurs, moi, je suis quand même un peu embarrassé parce que lorsque nous sommes dans les médias, surtout les médias comme Balafon, il y a des propos que nous disons qui nous engagent. Et lorsque nous disons que nous sommes républicains, il ne faut pas trouver des faux prétextes pour donner des motivations à quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que c'est parce qu'on est fâché qu'on doit agresser? Non. Est-ce que c'est parce qu'on est fâché qu'on doit saccager? Non. Jean-Paul Sougnal l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas en faisant ça que ça va changer la situation. Au contraire, ça endurcit même plutôt la situation. Parce que ce qu'il y a ici, c'est une agression. C'est une agression contre un représentant, le représentant du chef de l'État. Ça veut dire que vous agressez le chef de l'État en personne. Puisque le ministre qui était là, il n'était pas là en tant qu'institut personnel. Il était dans un ordre de mission. Il avait un ordre de mission. Il était dans ses fonctions de ministre. Il n'était pas en séjour privé. Il n'était pas en séjour privé. Il est dans ses fonctions de ministre. Ça veut dire que c'est une manière pour dire que c'est le chef d'État qui a été agressé purement et simplement. Et dans ces mesures-là, quelles sont les initiatives qu'il faut prendre? Je pense que ce qu'il faut faire, il faut d'abord condamner cela. Parce qu'un homme politique devrait être légaliste, devrait être républicain. Nous disons qu'il faut faire très attention à ne pas manipuler l'opinion. Parce que ça, c'est de la manipulation de l'opinion pour trouver des faux prétextes, pour donner une raison qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu. Ce n'est pas parce que vous êtes fâché, qu'on ne vous a pas payé, que vous allez arrêter votre directeur et lui rouler de coups de poing. Non, il y a quand même des choses, il y a des mécanismes qui vous permettent d'avoir raison. Jean-Paul Sougnal l'a dit tout à l'heure. Il a été débouté quelque part. Il a été maltraité. Il n'a pas agressé, il n'a pas mis le feu à l'institution en question. Il allait vers les juridictions compétentes et on est en train de lui donner raison. Donc, c'est ça qu'il faut encourager les Camerounais à le faire. Je dis, l'État a toujours raison. L'État a toujours raison. En toutes circonstances. Suivez mon cheminement. L'État a toujours raison. Parce que l'État est une personnalité morale de droit public. Donc il a toujours raison. Par contre, ceux qui travaillent pour l'État peuvent causer des torts qui incombent à l'État. Puis ce sont des personnalités physiques de droit public. C'est-à-dire que leurs actions peuvent causer des torts, mais qui incombent à l'État. Mais l'État, puisque c'est une personne morale, l'État ne va jamais, tu ne vas jamais dire que l'État m'a fait ça. Non, l'État a toujours raison. Mais ce sont ces personnes. Et si vous estimez qu'une personne vous a causé du tort, quel est le mécanisme pour réparer ce tort-là? Ce n'est pas en l'agressant. Puisque vous allez être condamné, si on va dans le cas d'espèce, vous serez condamné pour agression à une autorité. Donc, il y a des mécanismes. Et ces mécanismes-là sont régis par le droit international et par les organismes internationaux tels que l'ONU, tels que la Charte universelle des droits de l'homme. Mais allez donc vous plaindre. Ne vous faites pas justice, c'est ce que nous demandons. Une personnalité peut vous causer du tort. Mais en tant qu'éducateur, en tant qu'impacteur social, en tant qu'impacteur influenceur politique, c'est que nous disons, allez vous plaindre. N'agressez pas cette personne-là. Parce que vous n'aurez jamais raison en agressant ces personnes. Au contraire. Mais aujourd'hui, excusez-moi,
l'État n'oublie jamais. Hein. L'État a le cerveau de l'éléphant. Ce que vous avez fait contre l'État, même dans 50 ans, on va vous rappeler. Excusez-moi, on va vous rappeler. Même si les dirigeants changent. Plus que vous devez payer. Pareil au président de la République, pareil au ministre de la RDPC. Vous n'avez pas me prêté les mots. J'ai la parole. Et c'est que vous n'aimez pas quand je parle parce que je verse de l'eau bénite. Ça encense un peu les esprits. Donc, l'État a toujours raison. Et l'État n'oublie jamais. L'État n'oublie jamais. Même dans 50 ans, on va vous rappeler ce que vous avez fait. Et vous pouvez être poursuivi. Parce que je pense qu'il y a une prescription dans le cadre, n'est-ce pas, des infractions liées, que ce soit à l'autorité administrative, que ce soit des membres du gouvernement. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est qu'il y a de l'apaisement. Nous sommes à l'approche d'une élection. Si les gens estiment que le régime de Paul Biya, que je représente fièrement sur le plateau en tant que militant du RDPC, que je défends, puisque c'est mon président national, par ailleurs. Si vous estimez que nous avons échoué, mais allez convaincre les Camerounais. Allez convaincre les Camerounais de ne plus nous suivre. Le moment venu, nous allons faire ce que nous appelons la communication électorale, puisque actuellement nous faisons la communication politique. Nous allons présenter notre bilan. Maintenant, quitte au Cameroun d'estimer que ils n'ont pas besoin de nous redonner leur voix. Mais par ailleurs, pour l'instant, le chef de l'État est en fonction. Il est en forme. Il est en fonction. Et comme il est en fonction, nous devons respecter les membres de son gouvernement parce que c'est lui qui les a nommés. C'est lui qui les a nommés. Et là où il représente le chef de l'État, il représente le Cameroun. Il ne représente pas le chef de l'État personnellement. Il représente l'État du Cameroun. Donc, par ailleurs, j'estime que l'État du Cameroun est agressif. Et que ceux qui ont commis ces actions-là, ils doivent rendre gorge. Il faut qu'ils soient traduits devant les juridictions. Et les membres du gouvernement ne changeront pas d'ici octobre prochain, puisqu'on prépare l'élection présidentielle. Jean-Paul Chouniat, est-ce qu'avec la situation de Bruxelles, on doit s'inquiéter pour les jours à venir? Parce que Cissé Bamanga proposait un dialogue entre les membres du gouvernement et les membres de la diaspora, notamment ceux de la base. Est-ce que ce dialogue se fera? Sinon, à quoi s'attendre dans les prochains jours? Bon, peut-être que je ne vais pas lier dans la boule de cristal ni être un devin pour savoir ce qui va se passer. Toujours est-il qu'après avoir condamné ces actes de nos compatriotes, ces actes de violence, il faut quand même reconnaître que le régime RDPC, on lui reproche beaucoup de choses quand même aussi au niveau de la gestion du pays. Cissé Bamanga a énuméré un certain nombre de crises sociales latentes. Il y a le Dozo, on parle de 5 régions où on a à peu près plus de 10 millions de Camerounais qui n'arrivent pas à se nourrir, qui mangent avec moins de 800 francs. L'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, qui ont des revenus de moins de 800 francs par jour. Vous voyez, avec toutes ces affaires qui couvrent, on est forcé de dire que, même si la diaspora réagit comme elle réagit, il y a des frustrations, mais le régime ne fait pas beaucoup d'efforts, par la qualité de ses hommes, parce que même au sein du RDPC, il y a des anciens militants du RDPC qui en avaient marre, qui disent, vous avez quelqu'un comme Saint-Éloi Bidou qui vous dit, dans bientôt il a plus de 60 ans, mais il est toujours jeune. Vous voyez, donc il y a une sorte, on a l'impression que la machine est véritablement grippée, ce que Cissé Bamanga appelait la gouvernance par la gérontocratie. Donc il y a un certain nombre de faits, qu'on le veuille ou non, même si on est militant du RDPC, on défend avec brio, mais au fond de soi-même, on est quelquefois conscient, puisqu'on discute souvent avec beaucoup de militants qui vous disent que vraiment la situation, on a laissé ça comme ça. Nous-mêmes, nous sommes fatigués. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on en discutait avec quelques-uns. Donc, l'État doit aussi, le gouvernement doit voir sa façon de faire. Et puis, je rappelle que pour ce qui est de saisir la justice, la plupart des procès qui sont allés au tribunal administratif où des citoyens ont porté plainte contre l'État. L'État a perdu. L'État a perdu. Justement parce que ceux qui incarnent l'État, ils posent des actes. Dans tous les cas, au moment de payer la facture, ce n'est pas eux qui vont payer la facture. Et donc, du coup, on a l'impression que les gens sont dans une attitude de « je m'en fous ».
ils font ce qu'ils ont à faire. Et ça, vraiment, je pense que ça ne sert pas véritablement le régime du président Biya. Donc, il faudrait qu'il y ait véritablement un changement de fond. Parce que quand vous écoutez le ministre de l'administration territoriale, c'est lui qui vous dit que force restera à la loi. Pendant que lui-même, il viole la loi. Et il dit que force restera à la loi. Je ne sais pas quels étaient les éléments. Est-ce que la tournée de Cabral dans la Damawa représentait un danger à l'ordre public? Est-ce qu'il devait avoir mort d'homme? Cabral allait là-bas pour faire préparer un coup d'État à partir de la Damawa. Je n'en sais trop rien. Toujours est-il que le ministre a instruit le gouverneur qui a instruit le préfet de Mbéré de ne pas laisser Cabral mener ses activités et le conduire à la limite de son territoire de compétence. Donc vous voyez, quand le ministre lui-même, qui tient la loi, qui tient à ce que la loi soit respectée, mais quel exemple il renvoie quand lui-même ne respecte pas la loi? Il menace les hommes politiques. Le discours, j'ai vu la vidéo que vous avez vue là. On aura l'occasion de revenir sur la sortie du ministre de l'administration territoriale. Oui, non, je ne vais pas. Je suis simplement en train de dire que... Malheureusement, on est pris par le temps, Jean-Paul Chouniat. Demain, on parlera de la grève des avocats, le mot d'ordre de grève lancé par le bâtonnier suite aux violences que subissent les hommes en robe noire au Cameroun. Merci à nos invités. Merci Cissé Bamanga. Merci Basile. Merci Jean-Paul Chouniat. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de Balafon Télévision. Rendez-vous demain à 19h30 pour une nouvelle édition du Grand Plateau. Bonsoir.